Gabon, vous êtes bien sur Gabon 24 et c'est l'heure de notre grand débat du soir. Rites et traditions, quelle stratégie pour la sauvegarde? C'est le thème de ce 4e rendez-vous de la semaine. Privat Ngomo, acteur politique et apprentissage, homme culturel également, et venant des Beaux-Mam. J'espère que j'ai bien prononcé, acteur culturel et écrivain sont mes invités. Messieurs, bienvenue. Merci de nous avoir invités. Merci. Alors, c'est un sujet, j'ai envie de dire, hautement important. On parle de nos rites, on parle de nos traditions, mais surtout de la sauvegarde. Comment sauvegarder, mais avant, puisque on le rappelle toujours, surtout monsieur le conseiller, vous qui êtes habitué à cette émission, c'est une émission à caractère pédagogique. Il est souvent important de revenir sur les mots, les expressions, notamment leur définition. Quand on parle de rite et on parle de tradition, que doit-on comprendre? Alors, dans le rite, il faut voir une pratique codifiée, répétitive, que l'on fait dans un cadre bien déterminé. Dans la tradition, il faut voir l'ensemble des croyances, des coutumes, des valeurs et des pratiques sociales qu'un groupe humain a. Et ces deux éléments sont constitutifs du patrimoine culturel, voire civilisationnel d'un peuple. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment il est question pour nous, les Gabonais, et au-delà des Gabonais, pour les Africains, de sauvegarder un patrimoine qu'ils avaient et qui a été, il faut le dire, dévasté par les traumatismes historiques que nous avons connus et qui sont venus de nos frères de l'Eurasie. Donc, avec mon jeune frère Zéun Tougou venant, que je salue, petit frère que j'apprécie particulièrement, nous menons le même combat de la préservation de la culture, nous allons essayer de donner quelques pistes, d'accord, qui pourraient intéresser aussi bien la société civile que l'État gabonais, après tout, puisque nous sommes des acteurs sur ce terrain, pour moi, depuis plus de 30 ans, et lui, je crois, depuis plus de 20 ans. Voilà. D'accord, on va vous donner rapidement la parole, monsieur des Beaux-Mam, puisque vous avez commis justement à cet effet 8 ouvrages, vous allez me rappeler, vous allez me corriger si ce n'est pas le cas, et qui parlent justement de cette question de culture et de sauvegarde notamment de nos rites et de nos traditions. Pour vous, quelle est l'importance aujourd'hui que vous donnez justement à la sauvegarde, à la question de la sauvegarde des rites et traditions? Sont-elles ou sont-ils en danger, nos rites et nos traditions? Je ne parlerai pas de danger de prime abord, je parlerai plutôt de la renaissance de nos rites et traditions. Lorsqu'on parle de Renaissance, on voit l'effet de la lumière sur des objets. Nous sommes dans une période où l'Afrique... Pourquoi vous parlez de Renaissance? La Renaissance parce que... Renaître à nouveau? Comme l'a dit M. Ngomo, la Renaissance parce que nous avons plus ou moins subi des causes historiques qui nous ont causé ce qu'on appelle le trauma historique. Donc lorsqu'on parle de Renaissance, on parle de comment on peut se relever pour repenser notre culture. Et c'est ça l'objet de notre combat depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui, comme l'a si bien dit Privat Ngomo. Il faut dire que oui, vous avez parlé des ouvrages, peut-être on va arriver tout à l'heure. De manière scientifique, il faut comprendre que les traditions font partie de la culture. Et la culture, c'est les solutions que nos ancêtres avaient données à leurs problèmes face au quotidien. Lorsque vous avez l'habitude de donner ou de trouver des solutions à des problèmes au quotidien, ça devient des pratiques. Et ça devient votre tradition, ça devient après votre culture. Et la question, c'est comment sauvegarder ça dans un monde où l'occidentalisation veut maintenant s'imposer comme le système... Veut s'imposer ou c'est déjà imposé? Veut s'imposer, puisque si nous sommes là, c'est pour parler de l'Afrique, aujourd'hui, est-ce que nous vivons encore justement sur la base de nos rites et de nos traditions? Tant que nous n'avons pas donné carte verte à des expatriés ou encore des personnes étrangères à notre civilisation, nous ne pouvons pas accepter qu'ils se sont imposés. D'accord. Vous comprenez ce que je vais dire? Tant que nous sommes encore debout et mener le combat culturel pour l'éveil des consciences, nous pensons qu'ils ne sont pas encore là. Quand vous dites vous menez le combat d'éveil de conscience, c'est qu'il y a un souci. C'est lequel? Oui, bien sûr, puisque j'ai évoqué tout à l'heure la conscience et le trauma historique. Lorsqu'on parle du trauma, ça veut dire les coups que tu as subis à une période donnée. Et il avait bien retracé, je me souviens à son émission, il avait bien retracé tous ces obstacles historiques auxquels notre peuple, le peuple africain en général, le Gabon en particulier, avons subi, n'est-ce pas? Et nous pensons que d'ordre culturel, nous avons encore beaucoup de choses à faire. C'est pour cela que dans les grands ensembles, au niveau de la génération consciente africaine, au Gabon, nous avons créé certaines organisations non gouvernementales
et d'associations, comme le cas de Génération Incan que j'avais créé en 2015, qui fait également la promotion de ces valeurs culturelles africaines en général et gabonaises en particulier. Le cas des Écans, par exemple. À mon actif, par exemple, on a mis en place une école Psycho-Lécan où la culture s'enseigne. C'était ça la transmission et la conservation. Et j'ai écrit 8 livres sur les thématiques clés de la civilisation africaine. D'accord, on reviendra certainement. Vous allez nous parler de quelques-uns d'entre eux, c'est Rema, le temps pour nous. Donnez la parole à M. Privat Ngomo. Vous avez parlé de trauma historique, et l'expression a été également empruntée par M. Debomam. Alors, comment se relever justement? Quels sont les remèdes, quelles sont les méthodes, quelles sont les stratégies aujourd'hui à mettre en place pour ressortir à l'Afrique de manière générale et le Gabon en particulier de ce trauma historique? Oui, nous sommes tombés et comme dit le proverbe, ce n'est pas le lieu où vous faites la chute, c'est plutôt le lieu où vous avez en fait eu le crochet qui vous a fait tomber. Voyez-vous? Et après, il faut se relever. Moi, je pense qu'il y a 4 champs importants sur lesquels nous devons agir pour nous relever. 4. On va aller par étapes. Le premier champ est le champ politique. C'est lui qui donne le cap, c'est lui qui donne la vision. Le deuxième champ est le champ scientifique. Celui qui met en œuvre de manière rationnelle, objective, les différents éléments qui participent de la sauvegarde. Le troisième temps est le temps sociétal. C'est-à-dire que nous nous approprions le travail qui a été fait par les scientifiques sous l'égide de la politique. Et le dernier temps est le temps personnel. Chacun s'implique pour que, dans son espace le plus immédiat, eh bien, la culture perdure. C'est donc un travail qui concerne tout le monde et de tous les instants. D'autant qu'en face, les pressions sont fortes, les pressions sont grandes. Si nous prenons le premier champ, le champ politique, ce qu'on attend aujourd'hui de notre pays, de nos autorités, en matière de sauvegarde, c'est de mettre sur pied des structures très concrètes et des règles ou des règlements qui vont permettre aux experts, à la population et à chacun de nous de s'inviter. Alors, donnez-nous une image, quand vous parlez des structures, comment on matérialise? Vous parlez d'établissement, vous parlez d'un centre culturel, vous parlez de quoi exactement? D'abord, première chose, le ministère en charge de ces questions. D'accord. Pour moi, nous devons avoir un ministère des cultures et des civilisations pour la renaissance africaine. D'accord. Pas le ministère de la culture, parce qu'au Gabon, nous n'avons pas une culture, nous n'avons pas une langue. Nous avons des cultures, nous avons des langues, nous avons des civilisations. Donc, on doit avoir un ministère des cultures, des civilisations pour la renaissance africaine. Et ce ministère aura pour but de préserver toutes les cultures de notre pays. Et il faudra alors que nous ayons la liste exhaustive des ethnies du Gabon. D'accord. Est-ce que vous avez le nombre exact? Je ne pense pas. Si je pose la question, non plus. Si vous dites à un Gabonais combien il y a de provinces, il vous dira 9, n'est-ce pas? Si vous lui demandez dans ces provinces, dans la totalité, combien y a-t-il d'ethnies, il aura du mal à répondre. Il nous faut avoir les informations de ceux pour lesquels nous allons travailler afin que notre patrimoine soit sauvegardé. Voici un aspect. Le ministère. Ensuite, il nous faut des instituts culturels. Un peu comme l'Institut Goethe en Allemagne, l'Institut français, d'accord? La Casa Africa pour l'Espagne. Il nous faut donc des instituts qui soient provinciaux, où dans chacun de ces instituts, on puisse retrouver justement des éléments qui nous sauvegardent le patrimoine. Patrimoine moral, patrimoine matériel, patrimoine immatériel. C'est pas tout. Il faut aussi que l'État mette des budgets pour réaliser des actions qui vont être fondamentales dans le cas de la sauvegarde. Les budgets. Le budget de la culture n'est pas toujours le budget le plus important. Or, nous considérons que c'est la culture qui produit la politique et qui produit l'économie. Donc il faut nous renforcer sur le plan culturel. Il faut mettre un budget conséquent sur le plan culturel. Cette culture peut même s'expatrier à travers donc différentes formes de support. Support cinématographique, support vidéo. Et il faut que le ministère de l'Intérieur nous fasse la liste exhaustive des rites qui sont pratiqués encore dans notre pays. D'accord. Ethnie par ethnie. C'est ainsi qu'on va accéder au patrimoine de manière exhaustive. Ce travail doit être fait.
Voyez-vous, nous sommes dans un pays et ces informations statistiques, nous ne les avons pas. Il faut corriger le tir. Car si on ne fait pas ce travail, nous allons perdre la matière. Et si dans 10 ans, 20 ans, on réussit à mettre en place des outils, on aura perdu les personnes qui disposaient donc de ces connaissances parce qu'elles auront disparu. D'accord. Voyez-vous? Et quand ces rites sont connus, l'État, la structure de l'État, le gouvernement, doit s'organiser pour faire en sorte que ces rites soient vécus, plus de manière clandestine, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de manière parfaitement officielle. Lorsqu'il y a des initiés au Bwiti, le ministère de l'Intérieur doit savoir combien il y aura d'initiés en 2026 et qui sont les maîtres initiateurs Bwiti pour que tout se passe de la meilleure manière qu'il soit. Et si on doit construire des temples, qu'on construise alors des temples en nous appuyant sur nos référents architecturaux, sur nos matières, et nous aurons des véritables temples Bwiti, comme nous avons des temples chrétiens ou des temples... Donc ce qu'on préconisait, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de savoir qu'il y a tant d'églises au niveau de Libreville. Il est important également qu'on fasse le même travail également pour les temples de Bwiti, de Djembe et tout et le reste. Nous devons sortir de la clandestinité dans laquelle nous a plongé justement le christianisme ou l'islam. Car avant, nous le faisions parfaitement officiellement. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de honte que certains sont initiés au Bwiti. Ils ont peur, après d'être taxés, d'être des mauvais... Pas forcément avec beaucoup de monde, M. Pribam Ngomo. Aujourd'hui, encore au Gabon, il y a des gens qui se revendiquent être boutistes, être djembistes, je ne sais pas trop comment on les appelle, et qui aujourd'hui s'affichent même via les réseaux sociaux. Alors, on va donner la parole à M. Adebobam, puisqu'on parle des politiques. Au-delà des politiques, M. Ngomo parle justement de ce côté scientifique. Et vous, qui avez déjà commencé à faire ce travail, à travers l'écriture également, aujourd'hui, quels sont les leviers sur lesquels l'État doit tirer justement, quels sont les leviers qu'on doit actionner justement pour y arriver? En fait, il n'y a pas de levier vraiment, les leviers fixes pour l'État. Comme l'a dit, l'État c'est des politiques et le contrôle de ces politiques. L'État également c'est l'investissement physique. Ça peut aller, comme l'a dit, les instituts, les musées et les écoles. Mais nous, la jeunesse, on insiste beaucoup sur l'éducation et la transmission. Et c'est ce pan, c'est sur ce pan que nous travaillons. C'est-à-dire comment... sur l'éducation et la transmission, comment y arriver? Voilà, justement. Et la question qui s'est posée en 2015 à la création, par exemple, de notre ONG. Et en 2017, on a ouvert une école qu'on appelle Sikolekan. C'était à Bessieux en 2017. Et au sein de cette école... L'école existe encore? L'école existe encore. Jusqu'à aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Par exemple, depuis 2022, il y a des ateliers de Songo qui sont tenus au lycée Blaise Pascal de Libreville. Vous voyez que quelque chose s'est créé dans notre école, je peux dire dans un lycée privé, catholique je crois, et aujourd'hui ça se déporte dans un autre lycée de Libreville. C'est un bel exemple que d'autres établissements, n'est-ce pas? Est-ce que les Gabonais s'y intéressent? Parce que la grosse question, c'est ça. Souvent, quand on crée ce type d'ONG ou école, on a l'impression que c'est plutôt des personnes qui viennent d'ailleurs, qui s'intéressent plus, qui cherchent plus à découvrir ce que l'on fait au Gabon, mais les Gabonais eux-mêmes ne sont pas forcément intéressés. Est-ce qu'il y a un certain engouement justement autour des activités menées au sein Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'engouement, surtout l'adhésion des jeunes à revenir aux fondamentaux. D'accord. Donc, à ce niveau, il n'y a pas trop de gros soucis. Le souci, c'est comment sauvegarder ce qui est là, ce que nous avons, comment sauvegarder. Et nous, on utilise la méthode scientifique, ça veut dire la méthode explicative. Je t'explique, tu expliques à quelqu'un d'autre et la personne comprend. Dès lors que moi, je ne suis même pas capable de convaincre, ça ne sert à rien d'aller expliquer à quelqu'un d'autre parce que tu ne pourras pas convaincre un scientifique. Un scientifique, c'est preuve à l'appui, transmission à l'appui. Moi aussi, je réalise ce que tu m'as dit et ça passe. C'est notre méthode. D'accord. Et nous pensons que les jeunes ont besoin de ça dans un monde où la culture africaine devient de plus en plus puissante. Vous appuyez sur quoi pour faire cette affirmation que nous vivons dans un monde où la culture africaine devient de plus en plus puissante? Nous voyons, par exemple, sur des médias, en ligne ou des activités numériques ou encore des activités festives, comme le festival, comme les journées culturelles, on voit que des jeunes sont là. Nous qui avons la possibilité de mener des conférences et de mener des ateliers dans les lycées et collèges à travers le Gabon,
on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont attachés aujourd'hui à leur culture et ils en veulent le plus. D'où la nécessité pour nous. Est-ce que vous pensez que ces jeunes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous parlez des jeunes qui sont attachés à leur culture, vous prenez exemple sur les manifestations qui sont organisées au niveau national, mais il y a des groupes, des jeunes qui sont plus attachés à ce qui se fait ailleurs, pour parler par exemple de danse, qui sont plus attachés que ce qui se fait ailleurs. Difficile aujourd'hui de voir un groupe de jeunes habillés en raffia pour une célébration, monsieur Desbomam. Mais on voit beaucoup des mariages qui se font à travers le Gabon. Où des mariages coutumiers. Des mariages coutumiers où nos frères et sœurs de la diaspora quittent la diaspora pour venir s'habiller dans notre tenue traditionnelle. Je pense que... Est-ce que c'est suffisant? C'est déjà quelque chose. D'accord. C'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'il y a l'intérêt. On a intérêt à faire ci, à faire ceci, à faire cela pour continuer l'œuvre de nos ancêtres, par exemple. D'accord. Par contre, si nous voulons que le plus grand nombre ait accès à cette culture, il faudrait donner la force au pouvoir public. Et je pense qu'au niveau des politiques éducationnelles, l'État gagnerait à transmettre ou encore à instaurer dans des lycées et collèges, pourquoi pas, des ateliers ou des matières scientifiques, culturelles qui seront là, permanents, comme, je sais pas, comme le catéchisme à l'église, comme les jeux de Scrabble, comme... Vous voyez un peu, c'est-à-dire que nous avons des activités qui nous viennent d'ailleurs, auxquelles nos enfants s'adonnent, alors qu'ici, nous pouvons aussi introduire nos traditions, par exemple. Peut-être redéfinir le système éducatif gabonais, les programmes également éducatifs au niveau du Gabon. Je n'irai pas au niveau des programmes. Moi, je me dis, on doit cibler nos traditions et juger quelles sont les activités que nous pouvons mener en milieu éducationnel. Parce que lorsqu'on parle de la culture, par exemple en Afrique ou au Gabon, on voit beaucoup plus les danses et on voit beaucoup plus les mythes. Dès que tu as parlé culture, tout de suite les gens vont vous dire, ce sont les esprits. Les esprits, moi je ne suis pas dedans, je préfère aller à l'église, je préfère aller, je ne sais pas, à la mosquée ou quelque chose comme ça. La culture, ce n'est pas seulement l'esprit, la culture, c'est la science. D'accord. Et lorsqu'on maîtrise la science, on maîtrise la culture. Lorsque tu maîtrises la culture, tu te maîtrises toi-même. Une fois que tu te maîtrises toi-même, tu peux être un élément catalyseur pour les autres. D'accord, c'est votre volonté, vous qui êtes acteur culturel et vous souhaitiez, votre combat, c'est justement que cette mentalité embrase le plus grand nombre. Président Ngomo, quand on regarde aujourd'hui, pour prendre le cas des réseaux sociaux, notamment les jeunes Gabonais qui s'y trouvent, difficilement, on voit des jeunes qui valorisent la culture de chez nous. C'est plus les choses qui viennent d'ailleurs. Est-ce que ça va pas être difficile, ce combat? Les combats que nous menons sont toujours difficiles, en réalité, car ce sont des combats de survie. Si nous ne les menons pas, nous allons purement et simplement disparaître. Maintenant, pour que les jeunes... C'est votre crainte? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est notre crainte. Pour que notre culture, notre civilisation ne disparaisse pas, il faut produire des outils de sauvegarde. D'accord. Tout à l'heure, je donnais le rôle qu'on attend des autorités politiques qui doivent mettre en place le cadre et les budgets nécessaires. Et ces autorités politiques doivent faire confiance aux experts. Aux experts. Je pense là aux historiens. Je pense aux historiens, je pense aux sociologues, aux anthropologues, je pense aux linguistes, je pense aux niveau national, linguistiques, aux ethnolinguistes. Oui, c'est-à-dire ceux qui ont l'expertise pour pouvoir réaliser des travaux de fond qu'il faut mettre en œuvre maintenant, sinon nous allons perdre la matière. Je vous donne un exemple. La langue. Il a parlé de Siko-Lékan. Bien. Nos langues aujourd'hui sont parlées, n'est-ce pas? Et d'ailleurs de moins en moins, à cause, c'est une raison, de la mixité des couples, qui fait que le père est Nguissir, la mère est Kan, mais l'enfant va parler en français parce que c'est la langue qu'il va trouver lorsqu'il va naître entre son père et sa mère. Et en grandissant, il va se couper de la langue ici et donc la civilisation Nguissir et de la langue Kan et donc la civilisation Kan. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on peut remédier à cela de la manière suivante. Si les couples, les familles ne peuvent plus jouer ce rôle séculaire qu'elles assumaient dans le temps, en transmettant à l'enfant la culture, parce qu'à l'époque, on était en couple mono-ethnique, monolinguistique. Donc les couples avaient la même langue, généralement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comment faire pour assurer à l'enfant la possibilité de parler la langue de son père
et de sa mère lorsque ces derniers ne sont pas de la même ethnie. Et il faut justement d'abord que les scientifiques formalisent les langues. Que de parler, les langues soient également lues et écrites. C'est ça la formalisation. Amener nos langues au niveau académique pour que ces langues puissent disposer des outils didactiques qui permettront à n'importe quel Gabonais de les apprendre. Voyez-vous? Moi j'ai appris le français, je n'étais pas en France, j'étais au Gabon. J'ai simplement bénéficié des enseignants. On parle le français au Gabon. Bien sûr. Naturellement. Bien sûr, mais on parle le Ghana, on parle l'anglais au Ghana. Mais tous les Ghanéens qui parlent l'anglais ne sont pas partis à Londres. Ils l'ont appris en étant sur place avec les enseignants et les outils. Mais les langues occidentales sont formalisées. Il faut qu'on puisse lire la langue, écrire la langue et la parler. Ce n'est pas le cas aujourd'hui au Gabon. Donc nous devons réaliser ce saut qualitatif linguistique en faisant en sorte que chaque langue du terroir soit parlée, soit lue et soit écrite. Et c'est le travail justement des linguistes. Et nous en avons suffisamment formé depuis 1960. Donc ce travail peut être fait, nous ne manquons pas de matières premières. Et ces linguistes vont nous produire, pour les différentes langues du Gabon, des dictionnaires avec l'orthographe des mots, avec la syntaxe des phrases, avec la grammaire. Et c'est cela le travail qu'il faut maintenant réaliser et qui participe de la sauvegarde sur le plan scientifique. Un autre travail, s'agissant par exemple des rites de passage, la circoncision, le mouiri, le buiti, le djembé, il faut que, c'est vrai, ces savoirs restent cachés, mais que nous ayons des documents au moins qui établissent de manière très formelle le caractère profane, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de sorcellerie, qu'il ne s'agit pas de mysticisme inquiétant. Il s'agit surtout de présenter au monde entier la richesse spirituelle que nous avions dans nos pratiques et que cette richesse se faisait à travers la transmission de valeurs que nous sommes en train de perdre. Et donc, recommencer à pratiquer ces rites pendant la saison sèche. Imaginez un peu qu'en 2027, le ministère de l'Intérieur dise que pour 2027, voici les enfants qui vont être circoncis, voici les filles qui seront initiées au djembé, voici les hommes qui seront initiés au mélan, et ça, nous le savons. Et nous comprenons que ces personnes-là entrent dans une dimension à la fois spirituelle et culturelle qui va participer justement de la préservation de nos traditions, parce qu'il ne s'agit pas seulement de les écrire et puis d'en parler, il faut aussi les vivre. Voyez-vous? Ça, c'est l'aspect scientifique. Et je pense qu'il est très important. Nous ne manquons aujourd'hui ni de matières premières, nous avons l'expert, nous ne manquons pas de moyens, le Gabon est un pays très riche. Il faut maintenant que la politique qui est menée par les autorités intègre justement dans son programme cette exigence-là de sauvegarde et de pratique officielle et non plus clandestine de nos rites et de nos traditions. Et vous voyez que si cela est mis en place, ben les jeunes, peut-être qui ont un peu honte, on se dit mais finalement, pourquoi avoir honte puisque cette affaire maintenant est officielle, l'État nous accompagne, et là, ils vont sauter sur les outils très performants, comme l'intelligence artificielle, comme les réseaux sociaux, pour montrer justement, non seulement leur attachement à leur culture, mais à leur volonté de la préserver et de la transmettre. Monsieur Prévat Ngomo, est-ce que c'est forcément une histoire de honte quand on est, et si je suis Pounou, j'arrive, mon père est Pounou, et même si ma mère est Pounou, mais quand j'arrive au monde, et que finalement ce que mon père ou ma mère me présente quand on me lève, ce n'est pas le buiti, ce n'est pas le djembé, en vérité je ne connais pas, donc c'est pas forcément une histoire de honte, que je connais le djembé, mais je fais le choix de ne pas l'embrasser, je connais le buiti, je fais le choix de ne pas l'embrasser, c'est peut-être aussi au niveau des parents, la cellule, le socle familial également, monsieur Debomam. On peut dire que la cellule familiale a un rôle à jouer, puisque c'est la cellule qui transmet les premiers rudiments à l'enfant qui vient de naître. Après, lorsqu'on grandit, on a quand même le choix entre ce qu'on m'a présenté comme étant mauvais et ce que moi je pense comme étant bon. C'est le discernement. Moi, je l'ai fait en 2003, lorsque, bon, écoute, je me suis intéressé aux questions africaines. Et bon, parce que souvent on nous dit la culture, c'est le vampire, c'est la sorcellerie, c'est la danse. Mais quand on a des rires, on n'a pas de parents qui sont capables justement de nous expliquer toutes ces choses et nous faire asseoir, nous dire que ce n'est pas forcément le vampire, ce n'est pas forcément ceci. Messieurs, on va marquer une petite pause, le temps pour nous de souffler un tout petit peu. Le débat devient intéressant. On se retrouve juste après la petite pause qu'on va marquer, le temps pour nous de souffler. Messieurs, le grand débat du soir, la deuxième partie, c'est tout de suite.
Téléchargez la nouvelle application Move Money. Toutes vos transactions deviennent plus simples et en plus c'est rapide et sécurisé. Profitez de 500 mégaoctets offerts à la première transaction, disponible sur App Store et Play Store. Téléchargez la nouvelle application Move Money. Toutes vos transactions deviennent plus simples et en plus c'est rapide et sécurisé. Profitez de 500 mégaoctets offerts à la première transaction, disponible sur App Store et Play Store. Rite et tradition, quelle stratégie pour la sauvegarde? C'est le thème de notre grand débat du soir. Je suis toujours avec mes invités, Privat Ngomo, acteur politique et culturel et apprentissage. Il y a également avec nous Vednan Debomam, acteur culturel et écrivain. Messieurs, on parle justement de cette question importante, la réappropriation de nos valeurs, de nos traditions, ce qui fait de nous des Bantous, ce qui fait de nous des Gabonais. Donc voilà, on est unique, on n'est pas forcément comme monsieur tout le monde. On parlait justement de cette question de réappropriation et tous les combats qui doivent être engagés. Aujourd'hui, monsieur Privat Ngomo, dans vos propos au début de l'émission, vous parlez justement de la présence, notamment au Gabon, de l'islam et du christianisme. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas pris un peu de retard sur ces religions-là? Je pense, sans vouloir froisser ceux qui sont adeptes de ces religions, que leur présence massive est souvent coercitive. Coercitive? Oui, parce que c'est parfois par l'imposition, par la force, que l'on est devenu musulman en Afrique. Il y a eu des guerres mahométanes. Donc, peut-être pour les plus anciens, mais pour les générations d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même eu le choix d'être musulmans, d'être chrétiens. C'est pas mon avis, il y a un processus qui a commencé dans la violence et puis qui s'est achevé dans la paix. Mais dès l'instant où le canal a été fixé, si votre père a été, on va dire, violemment inscrit à l'ordre des chrétiens catholiques et qu'après, lui, il accepte cela et que vous naissez dans ce cadre-là,
vous devenez catholique. Vous ne devenez pas musulman, voyez-vous. Donc il y a une violence au départ, mais ensuite il y a une réalisation qui se fait de manière tout à fait pacifique. Et cette présence, cette invasion religieuse à la fois du christianisme et puis de l'islam a provoqué, il faut le reconnaître quand même, d'abord un arrêt de notre progression naturelle et ensuite un retard, car des choses qu'on aurait pu améliorer depuis la colonisation, eh bien, n'ont pas été. Parce qu'il y avait désormais d'autres valeurs qui s'étaient imposées à nous. Mais ce retard peut être rattrapé. Tout dépend de la manière dont nous allons conduire notre politique de préservation et puis de sauvegarde. J'ai soulevé les deux champs, le champ politique et le champ scientifique. Maintenant, je vais aborder le champ sociétal. Il est très important. Comment la société doit réagir par rapport aux informations scientifiques qui lui sera communiquées par des experts sous l'égide des hommes politiques. Car il faut cet ensemble, il faut ce continuum de la préservation. Car les autorités donnent les moyens et le cadre, les scientifiques donnent la consistance et le peuple, lui, reçoit cela, se l'approprie et devient un acteur, justement, de la sauvegarde du patrimoine. Je donne l'exemple de la langue. Je vous ai dit qu'il faut que, désormais, l'État, sur la base des outils didactiques qui ont été mis en place par les experts, mette en place des règlements. Moi, je suis pour qu'un enfant qui appartient à une famille dont le père et la mère ne sont pas la même ethnie, doit obligatoirement parler les deux langues. Les deux langues de son père et de sa mère pour être l'héritier, le légataire des civilisations maternelles et paternelles. C'est important pour la sauvegarde. Et les enfants, quand ils sont très jeunes, apprennent très facilement les langues. Ils sont polyglottes. Ce n'est pas un souci. Il faut juste qu'on s'accorde sur les programmes éducatifs, on s'accorde sur les centres d'apprentissage, et ces centres d'apprentissage de la langue pourront permettre à l'enfant, et même aux personnes parfois plus âgées, qui n'ont pas eu cette chance-là, d'avoir un retour vers leur tradition grâce à la langue qu'ils vont désormais maîtriser. C'est un travail qui peut être fait, ce sont des règlements qui peuvent être arrêtés par l'État. Encore faut-il qu'on dispose des outils didactiques qui sont réalisés par les experts et de la vision d'un État qui souhaite vraiment que la préservation de la culture soit une priorité nationale. D'accord, on parle de sauvegarde hein, de nos rites et de nos traditions. Quel peut être le rôle justement des communautés dans ce combat? Oui, les communautés, c'est d'abord la langue. Parce que on juge l'efficacité d'une communauté à partir de sa langue. C'est la langue qui permet à une communauté de penser sa science, ce que vous appelez la culture, et de la régénérer. Une fois qu'il n'y a plus de langue, eh bien, la communauté n'existe plus. Vous parlez pour nous en public aujourd'hui, on dit « Ah, mais rien que par la langue pour nous, on dirait que vous êtes pour nous. » Même si vous avez grandi dans un milieu pour nous, mais on dirait que vous êtes pour nous. Parce que rien que par la langue pour nous, vous portez déjà un héritage culturel. Donc la langue est très, très, très importante. Et nous avons initié le questionnement de nos langues pour essayer de comprendre comment ces anciens Ekans, comment ils appelaient à l'époque, ou encore des Africains en général, avaient vu ou su qu'il y avait la constellation des étoiles, ou encore il y avait des planètes, ou encore la Terre, le ciel, ça tournait, ou encore la naissance même de l'univers à partir de l'œuf primordial. Vous voyez, c'est grâce à la langue. Lorsqu'on interroge la langue, lorsqu'on maîtrise sa langue, on va à ce qu'on appelle en linguistique l'étymologie de la langue. Vous comprenez qu'en fait, nos langues là sont des vecteurs. Ce n'est pas seulement un jeu de bonjour, bonsoir, comment vas-tu, je vais bien. Ce sont des outils profonds qui nous permettent, n'est-ce pas, d'affirmer notre identité et de progresser dans les connaissances scientifiques. Parfois, lorsqu'on demande à un enfant d'apprendre la langue maternelle ou encore sa langue du terroir, le Pounou, le Mozona, que vous appelez l'Ofan ou encore le Téké, les gens vous disent, mais ça va me servir à quoi? Bien beau, c'est bien beau de poser cette question. Oui, mais les gens posent des questions à cause du monde d'aujourd'hui, monsieur Deboumam. Aujourd'hui, si vous cherchez de l'emploi, malheureusement, même au Gabon, parfois on vous impose de parler l'anglais, de parler espagnol, parce que les sociétés qui sont installées au Gabon, ce sont des sociétés américaines ou alors des sociétés espagnoles. Alors on vous impose de parler ces langues-là. Donc du coup, c'est peut-être pour ces raisons que l'enfant à qui vous demandez d'apprendre la langue,
vous dit ça va me servir à quoi? Oui, ils n'ont pas tort de poser la question. Je ne rejette pas la question. La question a son fondement parce que si vous me demandez de m'intéresser à une langue qui ne m'apporte pas sociétalement, là, maintenant, présentement, quelque chose, eh bien, je ne vois pas l'importance pour moi d'apprendre cette langue-là. Mais ce que nous devons comprendre, surtout lorsqu'on est plus ou moins âgé, c'est que, en fait, lorsque nous transmettons la langue à nos enfants, nous leur transmettons également un héritage. Et l'héritage qu'on leur transmet, ça leur permet de mieux se structurer dans la société et de mieux s'exprimer dans celle-ci. La langue, lorsque tu maîtrises ta langue, tu trouves facilement des questions, les réponses fondamentales aux problèmes posés. On ne demande pas à quelqu'un de parler une langue sans avantage réciproque. La langue a des avantages réciproques. Je vous prends l'exemple, la langue que vous appelez Fan au Gabon, j'avais déjà dit ça quelque part, on appelle Fan au Gabon. Mais moi, je ne suis pas Fan. Moi, je parle une langue qu'on appelle Ntoumou. D'accord? Donc, déjà, dès que je vous le dis, vous êtes déboussolé. Vous allez dire, Ntoumou, c'est quoi? C'est tout ça la Fan. Non, 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 non. C'est le colon qui est venu dire que, ben, écoute, vous tous qui parlez cette langue qu'on appelle Mozona, le Medou Nature, la langue sacrée de Dieu, ou bien la langue de Dieu, vous êtes Fan. Et nous aussi, on a accepté à cause du trauma historique parce qu'eux avaient les ambitions de civiliser notre société et d'imposer leur politique. Donc, ils prennent un groupe, en mathématiques, on appelle ça des ensembles. Ils prennent un ensemble est conçu d'éléments. Ils disent, cet ensemble-là, on va vous appeler un tel. On s'en fout de ce qui est à l'intérieur. Qu'il soit Gissi, Pounou, Nzebi, on vous appelle tous des Pounou et vous acceptez. C'est comme ça, on avance. Donc, comme ils n'ont pas été assez intelligents de questionner notre société et de la transcrire, parce qu'ils avaient leur ambition civilisationnelle, ils nous ont appelés comme ça. Je vous prends l'exemple. Moi, j'arrive, on me dit, vous parlez Fan. Chez moi, habitant, on me disait que je parlais Ntoumou. Dans mon acte de naissance, c'est écrit Ntoumou. D'accord? C'est une preuve scientifique. Dans mon acte de naissance, c'est écrit Ntoumou. Quand j'arrive sur le plan universitaire, on me dit je suis Fan. Je pose la question, mais d'où me vient le mot Fan? Et on me dit je parle Fan. Je dis mais non, Akiobian disait que je parle Ntoumou débitam. Mais d'où vient le mot Fan? Et quand je me suis intéressé à la langue maintenant, je dis écoute, je suis scientifique, je vais m'intéresser à la question de la langue. Mais j'ai vu qu'en fait, lorsque j'ai fait la déconstruction du mot Mozona, ma langue d'origine qu'on appelait, après on l'a appelé Ati. Mozona veut dire les paroles des anciens, les paroles sacrées. Et lorsqu'on fait la comparative linguistique avec l'égyptien ancien, on va trouver Medou Nature. Je crois que sur le plan scientifique, on va utiliser la linguistique comparative, la linguistique scientifique. Le me, c'est le pluriel. Medou, Mozo, ça veut dire c'est la même structure phonétique. Pas phonétique, mais c'est la même structure linguistique. Après maintenant, Na qui veut dire nature ou encore Anti. Anti chez moi veut dire Seigneur, ça veut dire Dieu. Anti veut dire Dieu chez moi. Na, c'est l'ancien, ça veut dire Tara, ça veut dire le créateur. Donc Medzona, ça veut dire les paroles de Dieu. Et Medou Nature également, ça veut dire les paroles de Dieu. Je me suis dit, peut-être mes anciens, comme on les appelait les écans, ça veut dire les scribes, ce sont eux qui ont peut-être consigné tout ce qu'on voit sur les pyramides ou encore ce qu'on voit sur les stèles. Mais s'ils ont fait ça, pourquoi moi aujourd'hui, je n'arrive plus à faire ça? J'ai donc croisé le bourreau en chemin, le bourreau qui est le colonisateur. Moi, je veux bien l'éviter, hein, mais c'est lui qui me provoque, vous voyez l'affaire. Moi, je veux bien l'éviter. Et comme il ne veut pas aussi m'éviter, je pense que comme je connais déjà comment la chose fonctionne, on a créé donc Sikolekan pour dire, écoutez la jeunesse, voilà le chemin. Le chemin, c'est votre culture. Le chemin, c'est votre langue. Lorsque vous allez maîtriser ça, vous allez maîtriser vos outils. Je vous dis un exemple. Tout à l'heure, vous disiez, lorsque vous parlez français, vous trouvez facilement le travail. OK, c'est bien, mais c'est dans un pays francophone. Quittez un peu le Gabon avec votre français. Allez-y au Ghana. Vous allez trouver le travail? Non. Le Ghana, c'est l'anglais. Vous êtes déboussolé. Quittez avec votre français, vous allez en Chine. Vous allez parler français, vous allez trouver le travail? Non. Vous ne parlez pas anglais, vous ne parlez pas mandarin. Mais vous êtes chômeur, vous n'allez... C'est la raison pour laquelle on s'intéresse plus, on est plus enclin à apprendre à parler mandarin, anglais, espagnol, tout ce que vous voulez, que de parler de Fan, le Pounou. Oui, tout à fait. Mais lorsque vous allez dans ces mêmes pays-là, vous allez dans les centres civilisationnels ou encore les musées, lorsque vous parlez votre langue et vous expliquez
en quoi votre langue est capable de donner envie à toute la communauté d'apprendre, vous serez facilement intégré. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, hein, si on s'en tient aux explications, aux éclairages justement de M. Meboman, donc nos langues finalement ne nous servent pas seulement à convoquer les esprits des anciens lors de nos cérémonies. C'est bien au-delà. Non, Cheikh Anta Diop, dont nous sommes les disciples, lui et moi, dit que les langues africaines n'ont pas de complexe à avoir vis-à-vis des autres langues du monde, parce que d'ailleurs, elles sont les langues originelles. Toutes les langues du monde découlent des langues africaines. Et ces langues des autres contrées sont réputées académiques et donc scientifiques. Les langues africaines le sont également. Donc nous pouvons, c'est vrai, communiquer avec les ancêtres dans une démarche parfaitement mystique ou ésotérique. Mais nous pouvons aussi écrire les mathématiques, nous pouvons écrire des traités de physique, nous pouvons écrire de la poésie, nous pouvons écrire des romans. Nous pouvons tout faire avec nos langues, pour peu simplement que nous décidions de les formaliser. Je voulais revenir sur les aspects liés au champ sociétal. Quand j'ai parlé des enfants qui devaient absolument apprendre la langue maternelle et la langue paternelle grâce au centre d'apprentissage et grâce aux programmes scolaires dans lesquels un enfant doit absolument parler la langue de son père et de sa mère. Mais il faut aussi que la langue morte du Medu Nature remplace le latin. En Afrique, nous n'avons pas besoin du latin, nous avons besoin du Medu Nature, c'est-à-dire la langue que les Kamites, c'est-à-dire que les Égyptiens anciens utilisaient. Pourquoi ? Des travaux sont réalisés aujourd'hui. Il a parlé de l'ethnolinguistique comparée. Je vous cite le nom d'un brillant... nous, on les appelle les kamitologues, ceux qui utilisent Kama. On les oppose aux égyptologues occidentaux qui ont une approche très idéologue sur la question. Parce que pour eux, l'Égypte est blanche. Alors que nous, nous disons anciens utilisés. De la langue qu'ils sont en train de lire là, sur les parois des murs, avec leur propre langue. Il en a fait une démonstration s'agissant de la Ti. Medu Nature. Medo. Medo, ce sont les paroles. Chez nous, Medo, les paroles. Medu, chez les Égyptiens, ce sont aussi des paroles. Voyez-vous? Et je pense que ce travail aujourd'hui est fait par un kamitologue qui s'appelle Dibombari Mbok, que je demande vraiment aux jeunes Gabonais de suivre sur les réseaux sociaux. Il est très brillant parce qu'il parle plusieurs langues, il est polyglotte. Il arrive, à partir du Medu Nature, de montrer la signification au niveau des Soniké, au niveau des Wolof, au niveau des Peuls, des Bamileke, tout en montrant les dérivations qui sont produites dans le temps. Ça, c'est un point que je vais quand même soulever. Un autre point, sur le plan sociétal, c'est le rapport interculturel entre les peuples du Gabon. Il a dit, nous avons subi des traumas. En fait, les Vili, qui sont au sud du Gabon, et qui appartenaient au royaume Lango, au royaume Congo, n'ont pas eu, dans le passé, des échanges avec les Ekans qui, eux, venaient du nord. N'est-ce pas? Donc, je ne pense pas qu'en 1800, il y a eu des mariages entre les Vili et les Ekans. Je ne le pense pas. Ils étaient beaucoup plus au sud et nous au nord. Mais par la volonté du colon français, il y a eu cette carte du Gabon qui nous a unis. Très bien. Nous partageons maintenant une même terre. Maintenant, nous devons partager les mêmes valeurs. Et pour partager ces valeurs-là, pour que nous nous comprenions, il nous faut absolument mettre sur pied un dialogue interculturel où les Vili, dans leur langue, avec un traducteur en français, viendraient se présenter aux autres peuples du Gabon. Ils disent qui ils sont, quel est leur ancêtre mythique fondateur, quels sont les différents peuples qui descendent donc de sortes différentes, qu'est-ce que l'on peut dire sur leur migration historique, comment sont-ils organisés politiquement, comment sont-ils organisés culturellement, quels sont leurs différents rites. Ce travail n'existe pas. Nous fréquentons les Vili, nous les Ekans, nous fréquentons les Pounou, mais nous ne savons rien de leur mythe cosmogonique, nous ne savons rien de leur mythe structurant, nous ne savons rien finalement de leur légende. Quel serait l'objectif recherché justement? L'objectif recherché, ce serait qu'à travers justement ce dialogue interculturel, cette expression de soi vis-à-vis de l'autre, de permettre de distinguer les valeurs que nous partageons en commun. D'accord. Et les valeurs que nous avons en différence. Et si nous partageons des valeurs en commun, nous pouvons construire un vivre ensemble autour de ces valeurs. Autour de ces valeurs. Et quant aux valeurs de différence, il n'est pas nécessaire de les stigmatiser. Il faut les respecter. Ah, ils sont ainsi, respectons-les. Ceci, une marque de fraternité, plutôt que de stigmatiser, d'attaquer et d'entrer dans des conflits qui ne servent pas l'Afrique. Voyez-vous, nous devons pouvoir faire ce travail. Imaginez un peu qu'on entre dans cette dynamique-là.
où nous voulons absolument que chaque peuple du Gabon, les ethnies qui ont été recensées, viennent se présenter. Chaque mois, nous avons une ethnie qui se présente dans sa langue, avec un traducteur. Et nous avons des experts gabonais, des sociologues, des ethnolinguistes, des linguistes qui prennent des notes. Mais à la fin, nous pouvons produire une encyclopédie dans laquelle on verra l'ensemble des cultures du Gabon et où on fera ressortir justement ce que nous avons en commun et ce que nous avons en différence. Et pourquoi pas concevoir une charte des valeurs du peuple du Gabon qui serait référencée dans notre constitution. Je vais donner quelques valeurs et je finis là. Le consensus, c'est-à-dire mettre tout le monde d'accord, accepter des concessions, accepter de ne pas tout gagner, ne pas aller dans la logique quantitative du vote qui dit on cherche une majorité contre une minorité. Ce n'est pas une pratique africaine. Nous ne participons pas à cette démarche quantitative où c'est la majorité qui s'impose à la minorité. La minorité peut être plus qualifiée. Donc, en Afrique, on était conscient que si nous voulons garder la solidarité du groupe, eh bien, il fallait qu'on aille vers le consensus. Ça prenait du temps. 2 semaines, 1 mois, 1 an. Mais quand on a réussi ce consensus, eh bien, nous avançons en unité. C'est une valeur que nous avions. Une autre valeur, c'était le matriarcat. La sacralité de la vie. On ne le dit pas assez. Le matriarcat, ce n'est pas la domination des femmes sur les hommes. Non, ça c'est le patriarcat. Le matriarcat, c'est les femmes et les hommes qui ont les mêmes droits sur certains aspects. Et sur d'autres aspects, les femmes ont plus de droits. Et sur d'autres aspects, c'est les hommes qui ont plus de droits. Et le matriarcat, une des valeurs, c'est la sacralité de la vie. Parce que c'est la mère qui donne naissance à l'enfant et elle sait la valeur de la vie. D'accord. Alors que cette valeur, par exemple, la sacralité de la vie, on ne la trouve pas souvent chez les patriarcats qui, eux, donnent facilement la mort. Donc, si vous vous rendez compte qu'après ce travail où nous sommes exprimés les uns les autres en présentant nos valeurs, il y a des points fondamentaux sur lesquels nous pouvons construire et vivre ensemble, eh bien, il sera même intégré dans la Constitution. Et s'il y a des points de différence, eh bien, on les respecte. Et cela participe justement de la fraternité pour que nous vivions ensemble sans avoir à nous affronter. Alors, Monsieur Debobam, nous sommes en train d'aller petitement vers la fin de cette émission. De manière concrète, on a beaucoup parlé, on a eu 52 minutes pour discuter. De manière concrète, aujourd'hui, quelles seront les priorités pour y arriver justement à tout ce qui est dit sur ce plateau? On commence par quoi? Il faut dire que nous sommes une communauté humaine et la communauté humaine défend les valeurs. Les valeurs que nous avons en commun, nous devons les sauvegarder. Les valeurs qui sont bonnes, nous devons les sauvegarder. Les valeurs sur lesquelles nous ne pouvons pas nous entendre, nous devons en discuter. Et si une communauté estime que ces valeurs que nous, on estime mauvaises, et elles veulent bien les conserver, autant on va les respecter, mais que ça soit consigné. D'accord? Que les valeurs ne soient pas imposées. J'entends souvent les gens dire qu'on peut imposer une langue. Non, on n'impose pas une langue. La langue s'impose seule. Ça dépend des travaux que des communautés ont fait derrière. Si une communauté estime que sa langue n'est pas belle, que sa langue n'est pas scientifique, que sa langue c'est la sorcellerie, et qu'elle ne trouve pas nécessaire de la transmettre ou encore de la vulgariser, qu'elle ne se plaint pas. Si d'autres communautés font la promotion de leur langue, et vulgarisent leur langue, enseignent leur langue, qu'elle ne se plaint pas, parce qu'elles ont choisi leur bord. Le bord de ne pas transmettre, de ne pas enseigner, d'accepter que leur langue ne sert à rien. Donc ce sont des valeurs comme ça, des décisions comme ça que nous devons faire. Nous devons sortir de cette vision de la cité cartésienne. Ça veut dire que non, moi je ne t'aime pas, tout le monde ne doit pas t'aimer. Je peux faire ma cité sans toi, non, nous ne pouvons pas faire comme ça. Nous pensons que nous devons revenir à notre cité matrilinéaire qui consiste tout simplement à dire que moi je peux faire ma cité avec toi et je vais la faire avec toi. C'est ça la construction d'un État. Et comme je vais la faire avec toi, j'aimerais que nous partageons certaines valeurs. Si tu estimes que tu n'es pas à la hauteur des travaux, eh bien, laisse-moi faire. Je vais te proposer ce que j'ai fait, moi, ce que j'ai fait. Si tu es d'accord avec moi, on l'a fait ensemble, on avance ensemble. C'est de cela. Il faut bâtir pour la sauvegarde, il faut absolument mettre une pression sur les structures académiques. Une pression énorme. On ne va pas attendre nos experts qui ont été... Nous, pas seulement entendre nos experts qui ont été formés aux écoles coloniales, mais nous avons également des personnes ressources. Il faudrait introduire les communautés à la cause décisionnelle, à la cause culturelle. Parfois, on oublie les communautés. Or, les communautés sont des milieux où on crée la tradition,
comment on va prendre des décisions dans les bureaux climatisés en oubliant ces communautés qui sont sous les arbres, dans les cases, à Mouila, à Bindi-Binza, à Mayumba par exemple, ou encore à Bitam. Il faut les questionner, il faut les associer dans le cadre décisionnel. Donc, la construction des instituts provinciaux, c'est très important. Parce qu'on doit créer les instituts, comme on avait créé les centres d'animation culturelle à l'époque à Bitam. Moi, j'ai aimé la lecture, c'est parce qu'il y avait un centre d'animation culturelle. Et je passais tout mon temps à faire la lecture. Je crois que c'est cette expression qui m'a amené à l'écriture. Moi, j'ai toujours aimé la lecture. Donc, si on a de ces instituts, de ces centres d'animation dans nos provinces, dans nos villes, je crois que les enfants, petit à petit, ils vont adhérer. On doit également construire des musées qui nous ressemblent. Notre musée est bien, moi j'aime bien aller à notre musée, mais quand je compare notre musée à certains musées de civilisation qui existent ailleurs, je dis ce musée-là ne nous ressemble pas. Si on peut encore, le président fait un travail remarquable, on peut faire un autre musée, peut-être délocaliser le musée en pleine ville, en plein immeuble, et l'amener, je ne sais pas, un peu dans un milieu qui nous ressemble et un musée qui nous ressemble. On avait entendre retourner à Walker, par exemple, là-bas, je pense que l'atmosphère y est également. Alors, monsieur Président Ngomo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va vous donner également le temps de conclure finalement quelle serait la responsabilité de chacun, les politiques, les communautés, mais également les individus. Oh, je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit et auquel j'adhère totalement. Juste peut-être un vœu pieux. Moi, j'aimerais, dans les 50 prochaines années, peut-être quand je ne serai plus vivant, que dans mon pays, le Gabon, nous ayons dans les familles des enfants qui parlent leur langue maternelle, leur langue paternelle, et qui parlent les langues utilitaires qui leur servent dans le cadre professionnel. Je veux que dans les régions du Gabon, ou les provinces du Gabon, on parle une ou deux langues, des génétiques qui sont relativement majoritaires, pour que justement un patrimoine qui permet de les mettre ensemble soit préservé. Je veux qu'au niveau national, nous ayons le français qui est parlé, c'est vrai, mais aussi une langue gabonaise qui aurait été retenue de façon consensuelle. Et je veux que chaque Gabonais puisse, en plus de ces différentes langues-là, parler la langue de la sous-région. Est-ce que ce sera le Bamileke? Est-ce que ce sera le Lingala? Et enfin, comme le Swahili a été arrêté comme la langue du continent, eh bien, un Gabonais doit pouvoir parler également le Swahili. Donc, je rêve de ces Gabonais polyglottes qui vont donc, grâce à la langue, d'accord, qui véhicule la civilisation, s'abreuver de ce patrimoine qui ne sera pas perdu. Et il aura ainsi lui-même, par sa propre personne, participé à la sauvegarde des rites et des traditions de sa culture. Merci à vous pour ces analyses, ces commentaires, mais également ces propositions. Et merci surtout d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions pour votre amabilité. Merci beaucoup. Akibabi. Voilà, le grand débat du soir, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à la même heure, même canal. Surtout, n'oubliez pas, sur Gabon 24. L'information se poursuit.